Chers amis, nous avons le plaisir d'être à nouveau en duplex avec M. Joseph Kindundu, diplomate de la République démocratique du Congo en Russie. Aujourd'hui, nous allons analyser l'évolution de la position du gouvernement de la République démocratique du Congo sur la question des négociations directes avec les mouvements rebelles, l'AFC/M23. Un sujet qui suscite tant de débats en République démocratique du Congo. Monsieur Kindundu, merci d'avoir accepté notre invitation et de partager votre expertise avec nous. Je vous remercie de la possibilité que vous me donnez de m'associer à tout ce qui se fait déjà, tant au niveau national qu'au niveau international, pour apporter la paix dans notre pays. Et à nouveau, d'apporter ma contribution, si modeste soit-elle, à un moment aussi crucial de la vie de notre mère patrie, alors que toute la nation souffre des blessures qui ensanglantent nos familles. Très bien. Monsieur Kindundu, sur la base des déclarations de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Thérèse Kayikwamba, qui a annoncé que la situation ayant évolué sur le terrain, les gouvernements congolais acceptent le principe des négociations directes avec les mouvements rebelles AFC/M23 pour protéger les populations civiles et pour une paix durable. D'après vous, M. Kindundu, est-ce qu'une paix durable est possible dans la région des Grands Lacs? Et si oui, sous quelles conditions? Je rejoins bien évidemment les propos de son Excellence Madame la ministre d'État, en ce sens que la survie de notre pays, la vie de nos populations, leur bien-être prime sur toute autre considération. Oui, une paix durable est possible parce qu'elle a déjà existé. Plusieurs facteurs exogènes et endogènes, tant dans la région des Grands Lacs que dans nos pays respectifs en interne, peuvent y conduire. Si on prend en compte qu'une des raisons qui alimentent le conflit, c'est le pillage de nos ressources minières, les États de la région peuvent se concerter pour une exploitation responsable de nos ressources minières, associée à une bonne gouvernance de nos États, en plaçant, bien entendu, le bien-être de nos populations au-dessous de toute autre considération. Nous avons vécu une période de paix relative du temps de la CPGL. Les conditions qui ont rendu possible cette paix, même relative, peut être reproduite, en y intégrant bien sûr, mutatis mutandis, les éléments nouveaux qui pourraient favoriser par exemple son extension aux autres États de la région. C'est tout à fait possible. Merci. Alors, M. Kindundu, si comme vous le suggérez dans votre communication, on prend la communauté économique des pays des Grands Lacs CPGL en sigle comme modèle pour construire une paix durable dans notre région, quels sont selon vous les éléments à prendre en compte pour ne pas retomber dans les travers qui nous ont conduits dans la situation actuelle pour que vraiment nous aboutissons à une paix durable dans la région des Grands Lacs africains? Je voudrais rappeler ici, pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui ont oublié, que la CPGL voudrait dire Communauté économique des pays des Grands Lacs, qui à l'époque regroupait la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. Si on retient l'option de reproduire les conditions qui existaient au moment de la création de la CPGL, on peut lui donner un autre nom, on peut lui donner un format différent. Donc si cette option est retenue comme piste de solution, bien sûr avec la possibilité de son extension
aux autres pays de la région. Je pense à l'Ouganda, je pense à la Tanzanie, je pense au Sud-Soudan, pourquoi pas, notamment. Eh bien, il y a quelques éléments qu'il faudrait prendre en compte. Sur les objectifs, d'abord. Je pense que l'objectif initial reste valable dans le contexte actuel. Quel était cet objectif? Promouvoir l'intégration économique régionale entre ses membres en favorisant la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, ainsi que la sécurité régionale. Financer les institutions communes dans les domaines de la finance, de la recherche et de l'énergie. Donc, ce premier objectif peut être maintenu. À cet objectif initial, on peut ajouter la clause de la nation la plus favorisée. Ici, je me réfère au doctorat de Madame Didine Esther Dizé, qui voudrait que la RDC se mette en avant son leadership pour fixer les règles du jeu. C'est-à-dire que la RDC devrait exercer une domination positive sur les autres pays de la sous-région, compte tenu de son potentiel et de sa dimension continentale. Alors, parmi les conditions qu'il me paraît utile de respecter, il faut considérer que seuls les régimes démocratiques devaient être pris en compte, pas les dictatures. En ce qui concerne le timing, je pense que c'est tout de suite. Et à ce sujet, les gens peuvent consulter le livre de l'ancien ministre Didier Moumengi, qui a suffisamment outillé son argumentation concernant l'imminence d'une paix possible, tout de suite. Et on a pour ça des documents. Nous avons des documents. Il y a la charte constitutive de la CPGL qui pourrait servir de base pour le nouveau regroupement à constituer. Nous avons, comme je viens de le dire, l'ouvrage de Didier Moumengi, qui est une très bonne référence en la matière. Nous avons la thèse de doctorat de Madame Didine Esther Dizé. Voilà autant de documents qui peuvent s'ajouter aux autres pour aider à la construction de cet ensemble sous-régional. Alors, quels sont les acteurs qu'on peut mettre en action dans cette entreprise? Bien sûr, il y a les chefs d'État. La rencontre des chefs d'État pour la signature d'un accord éventuel à ce sujet. Donc, des contacts diplomatiques peuvent être entrepris pour adopter le principe de la relance ou de la construction d'un tel ensemble. Ensuite, il faudra préparer un groupe de travail commun, composé des experts, des diplomates, des élus, des membres de la société civile, des pays concernés. Après, il faudra définir un lieu de travail consensuel, accepté par tous, désigner peut-être un pays facilitateur qui servira à constituer la médiation pour que des travaux préliminaires puissent démarrer. Ce travail étant fait, il y aura un débriefing au niveau du chef d'État avec des ajustements et des propositions de part et d'autre. Et puis, pour conclure, il y aura la convocation d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement pour signer le nouvel accord qui va permettre aux États de la sous-région, les premiers Rwanda, Burundi, RDC, mais aussi les autres, Tanzanie, Ouganda, de définir le cadre qui renforcera la coopération entre les États, l'intégration pour le développement de la sous-région et pour le bien-être des populations de tous nos États. Il y aura ensuite la phase de vulgarisation pour promouvoir cet accord, pour que toutes les populations s'en imprègnent
tant au niveau des masses qu'au niveau des institutions. Donc, je dirais que c'est possible. Et alors, comment s'assurer que ce qui sera fait pourra apporter la paix de manière durable? Alors, comment s'assurer qu'un tel accord ou un tel arrangement pourra apporter une paix durable? Je voudrais à ce sujet formuler quelques remarques importantes. Je pense que il est important de maintenir le caractère public des accords assignés par leurs excellences, messieurs les chefs d'État, pour les protéger contre les crises et les remises en question qui sont à l'origine de plusieurs malentendus que nous déplorons aujourd'hui. Et cela depuis presque 30 ans. Ensuite, il va de soi que tout doit être fait pour que nos forces armées, les armées nationales, puissent être mises dans les conditions de bien remplir leur mission, en tout lieu et en tout temps. Alors, je pense qu'avec ces remarques, et dans l'espoir que la paix soit rétablie le plus rapidement possible dans nos pays, dans la sous-région, afin que nous puissions nous concentrer sur le développement économique de notre pays, mais pourquoi pas des autres aussi. Donc voilà un peu la modeste contribution qui me paraît utile d'apporter en ce moment important de notre pays. Et je formule l'espoir que si tout le monde s'y met, et si toutes les initiatives convergent vers cet objectif de paix durable, eh bien, avec la volonté, cette paix durable sera possible. Je rappelle que nous étions en duplex avec M. Joseph Kindundu, diplomate de la République démocratique du Congo en Russie. M. Kindundu, nous vous remercions de votre contribution. C'est moi qui vous remercie à nouveau pour l'occasion que vous m'avez donnée de m'associer aux autres initiatives pour apporter la paix dans notre sous-région. Je continue à vous encourager pour le patriotisme auquel vous nous invitez constamment dans vos émissions. Nous tous, nous diplomates bien sûr, mais tout le monde doit être sensibilisé à la culture de paix et nous n'avons pas intérêt à maintenir cette insécurité permanente qui ne profite à personne. J'espère que dans les jours qui viennent, toutes les bonnes volontés, car il en existe dans tous les pays de la région, des bonnes volontés existent, vont se mettre ensemble pour que toutes les énergies soient orientées vers la paix dans notre sous-région. C'est en tout cas mon souhait à moi. Je vous remercie. Chers amis, restez connectés très bientôt. M. Kindundu et moi analyserons en profondeur les relations internationales de la Russie ainsi que sa politique africaine. M. Kindundu est l'un des rares Congolais à écrire et à analyser en détail les enjeux liés à la Russie. Pour ma part, j'ai vécu en Russie pendant 6 ans pour des raisons académiques. Autant dire, nous ne sommes pas des charlatans. Restez connectés, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à nos réseaux sociaux pour ne manquer aucune de nos analyses. Merci de nous avoir suivis. C'était Platini Tchumpumpu, professeur du militantisme patriotique.